Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une rentrée politique sous le signe de la vision 2035. Toujours dans l'actualité nationale, la rentrée scolaire s'annonce où plus de 72 000 élèves retrouvent le schéma des classes. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où 348 Palestiniens morts, dont 20 depuis octobre. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous le disais, la rentrée politique 2025-2026, la nouvelle séance du Conseil des ministres passée sous le signe du travail, l'unité et coordination. Ainsi, ce matin, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a présidé la séance du Conseil des ministres qui marque le début de la rentrée politique pour l'année 2025-2026 au Palais de la République. Cette nouvelle séance a été placée sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Le président a présenté une feuille de route pour les actions et les priorités du gouvernement pour les mois à venir. Il a notamment souligné que la République de Djibouti, tout comme la région, est confrontée à une terrible sécheresse due au changement climatique. Le chef de l'État a insisté de l'urgence pour faire face à cette situation alarmante, mais aussi aux défis régionaux et mondiaux, en constante évolution, notamment la mondialisation, les bouleversements géopolitiques, les crises économiques et climatiques. Le chef de l'État a salué la victoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Al Youssouf, qui a été élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et cela reflète, a-t-il dit, le rôle prépondérant et stratégique de la République de Djibouti sur le continent africain et dans le monde. Le chef de l'État a dénoncé le génocide et la famine sans pitié menée par les Israéliens dans la bande de Gaza. Le président a réitéré le soutien constant et indéfectible de la République de Djibouti au peuple frère palestinien. Enfin, le chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a conclu son discours en appelant et a coordonné les efforts pour assurer un développement durable de Djibouti. Eh bien, le président de la République a dans son discours à la rentrée est toujours un moment opportun, a-t-il indiqué, afin de prendre les mesures des schémas parcourus et de dresser un bilan de nos réalisations, mais aussi afin de nous fixer un cap pour les prochains mois. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de cette rentrée politique, après une pause estivale qui, je l'espère, vous a été bénéfique et qui vous a permis de vous ressourcer en famille, de prendre un peu de recul afin d'être prêt pour relever les défis qui nous attendent. Je vous adresse donc à toutes et à tous mes vœux de réussite pour cette rentrée et je prie Allah le Tout-Puissant afin que notre action puisse continuer à être au service de nos concitoyens. La rentrée est toujours un moment opportun afin de prendre la mesure du chemin parcouru, de dresser un bilan de nos réalisations, mais aussi de nous fixer un cap pour les prochains mois. Elle nous permet de nous rappeler que la mission qui nous incombe est exigeante et qu'il nous faut encore et toujours servir avec courage, détermination, abnégation nos concitoyens. Encore et toujours, nous devons continuer de porter haut les couleurs de notre pays sur la scène régionale et sur la scène continentale, comme nous avons si bien su le faire dans le cadre de l'accession de notre pays à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cet événement inoubliable, n'est-ce pas, consacre, il nous faut la souligner, la reconnaissance du rôle moteur que joue notre pays dans la promotion de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale.
Il témoigne de la confiance que l'Afrique a su placer en notre pays, en notre diplomatie, en notre engagement pour l'unité et le développement du continent. Cette responsabilité nouvelle nous honore, mais elle nous oblige également. Elle nous invite à renforcer notre leadership, à porter la voix de l'Afrique plus haut sur les grands enjeux du moment, à promouvoir une coopération plus solidaire et plus ambitieuse entre les États membres. Elle nous invite également, au-delà de notre continent, à défendre et à porter la voix de ceux et celles qui vivent sous l'oppression et la terreur. Elle nous exhorte de continuer de plaider la cause de nos frères palestiniens qui sont contraints à l'exode et qui vivent sous leurs yeux impuissants, leurs femmes et leurs enfants bombardés, massacrés, piétinés comme le droit international. Sur le plan régional, l'instabilité persistante dans la Corne de l'Afrique, les défis migratoires, les menaces sécuritaires et les tensions géopolitiques nous imposent vigilance, solidarité et capacité d'adaptation et d'anticipation. Plus loin, le chef de l'État a indiqué que la digitalisation progressive de l'administration publique doit être accélérée pour une gouvernance plus efficace, plus transparente et plus proche des usagers. Écoutons le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Sur le plan national, il nous faut poursuivre avec une détermination renforcée la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035 qui reste notre objectif commun. Il nous faut préserver dans la consolidation de la stabilité politique et financière de notre pays pour une économie plus forte, plus inclusive et résiliente. Les réformes en matière des finances publiques doivent être accélérées afin de renforcer la mobilisation des ressources intérieures, mais également pour une plus grande et une meilleure efficacité dans la mobilisation des ressources extérieures. Il nous faut également avancer dans la modernisation de nos infrastructures avec la mise en service de nouveaux équipements portuaires, de corridors routiers, afin de renforcer et d'accroître l'attractivité de la République de Djibouti comme hub logistique et commercial de toute la région. La digitalisation progressive de l'administration publique doit être accélérée pour une gouvernance plus efficace, plus transparente et plus proche des usagers. C'est dans cet esprit que nous avons procédé à l'adoption du Code numérique afin de poser les fondements juridiques pour une gouvernance numérique inclusive et sécurisée qui ouvre la voie à l'innovation, à l'entrepreneuriat digital afin d'ouvrir notre pays à l'économie numérique, mais aussi et surtout pour offrir des services publics de qualité, améliorer l'efficacité de nos politiques publiques et renforcer la confiance de nos concitoyens dans nos institutions. Pour autant, nous savons que le chemin reste long et parsemé d'embûches. Les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et complexes. Les conséquences du changement climatique, nous les avons vécues à travers la terrible sécheresse qui a touché notre région et qui a durablement affecté nos populations. Nous avons su y répondre de manière ciblée, solidaire et coordonnée. Il nous faut continuer à agir pour apporter les réponses à la sécheresse sur le moyen et le long terme. La valorisation de nos ressources naturelles, la préservation de notre environnement, l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire sont aussi autant de priorités qui exigent de nous une action résolue
et coordonnée. Mesdames et messieurs, la jeunesse djiboutienne qui incarne l'avenir de notre nation doit être au centre de toutes nos politiques. Nous devons poursuivre nos investissements dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, tout en renforçant la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat et l'innovation. Il est de notre devoir de combattre le chômage, notamment chez les jeunes, qui demeure aujourd'hui une préoccupation majeure afin d'offrir à notre jeunesse des perspectives d'avenir, de valoriser leurs talents et de soutenir leurs initiatives. Il nous faut pour cela davantage accélérer la diversification de notre économie afin de mieux lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Il nous faut également renforcer le dialogue avec la société civile et le secteur privé. C'est dans la concertation, l'écoute et la proximité avec nos concitoyens que nous trouverons les solutions à leurs attentes et à leurs besoins. Je vous invite à renforcer la coordination entre vos départements, à accélérer la mise en œuvre des réformes prioritaires, ainsi qu'à veiller à une gestion transparente et responsable des ressources publiques. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée politique placée sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Vive la République, vive Djibouti. Je vous remercie. C'était le discours du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a présidé la séance du Conseil des ministres qui marque le début de la rentrée politique pour l'année 2025-2026 au Palais de la République, sous le signe du travail, de l'unité et la coordination. Autre rentrée, cette fois-ci c'est la rentrée scolaire. En ce mardi 2 septembre, où plus de 72 000 élèves, dont 42 359 dans l'enseignement primaire, dont 29 886 dans les collèges, ont repris le chemin de l'école à travers l'ensemble du pays. Les élèves de l'enseignement secondaire général ainsi que ceux de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, reprendront quant à eux le schéma des établissements scolaires dès demain, mercredi 3 septembre. Accueillis chaleureusement par leurs enseignants et les équipes pédagogiques, les élèves ont retrouvé leurs camarades dans une ambiance empreinte de joie, d'enthousiasme, marquant ainsi le début d'une nouvelle année scolaire. Après des avancées majeures ces dernières années, notamment la scolarisation primaire universelle, l'amélioration de la qualité et apprentissage d'une meilleure inclusion des élèves vulnérables, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle fixe désormais un cap clair: bâtir une école performante, moderne et équitable. Orientation stratégique pour l'année 2025-2026, assurance qualité des établissements pilotes expérimenteront un système d'évaluation, d'auto-évaluation afin d'instaurer une culture d'amélioration continue. Formation des compétences, les enseignants, personnels, administratifs et cadres bénéficieront de formations renforcées avec le soutien des partenaires internationaux de haut niveau. Système d'information et gouvernance. Le SIG permettra aussi un suivi précis d'élèves, une meilleure lutte contre le décrochage scolaire, une gestion optimisée des ressources humaines. Les réformes du secondaire, une nouvelle architecture polyvalente et professionnalisante sera mise en place, adaptée aux besoins du marché, du travail et de l'enseignement supérieur. L'excellence et compétition. Des nouvelles structures accueilleront les élèves afin de les préparer aux olympiades scientifiques et linguistiques pour représenter dignement le pays à l'échelle nationale et internationale. Le MENFOP appelle un engagement collectif à tous les acteurs du système éducatif, enseignants, personnels, administratifs, chefs d'établissement, élèves, parents et partenaires afin de garantir la réussite de cette nouvelle année. Eh bien, cette rentrée scolaire 2025-2026 qui a débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national marque aussi le retour en classe de plus de 72 000 élèves, dont 42 359 inscrits dans le collège, dans l'enseignement primaire et 29 886 dans les collèges, afin de s'assurer du bon déroulement de la rentrée scolaire et apprécier les conditions d'accueil des élèves, des enseignants. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, entouré de ses principaux collaborateurs, ont effectué une tournée dans différents établissements scolaires.
À cette occasion, le secrétaire général s'est rendu à l'école de la République où il a été accueilli par le chef du service de l'enseignement de base après une halte à l'école fondamentale Nitobé, inaugurée en janvier 2024 par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Cette école, construite avec l'appui de la JICA, constitue un don du gouvernement japonais au peuple djiboutien d'une capacité d'accueil 4000 élèves. L'établissement comprend aussi une section primaire et un collège. Cette infrastructure moderne vient renforcer l'ambition nationale d'atteindre d'ici 2029 l'objectif de scolarisation universelle et inclusive pour tous les enfants du pays dans un contexte de transformation profonde du système éducatif. Au cours de la visite, le secrétaire général a pu échanger directement avec les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement et les personnels administratifs, réaffirmant l'importance d'un dialogue constant avec les acteurs de terrain. Par ailleurs, dans une lettre adressée à l'ensemble des acteurs de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé les priorités stratégiques de cette année scolaire. Parmi elles figurent l'assurance qualité, lancement d'expérimentation dans les établissements pilotes pour instaurer une culture d'évaluation et d'amélioration continue, formation et renforcement des compétences, mise en œuvre des programmes de formation destinés aux enseignants et cadres personnels administratifs avec l'appui des partenariats internationaux de haut niveau. Système d'information et gouvernance, déploiement du SIC, à savoir le système d'information, de gestion, d'éducation pour un suivi rigoureux des élèves, une lutte plus efficace contre le décrochage scolaire et une gestion optimisée des ressources humaines. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Ce mardi 2 septembre, plus de 72 000 élèves, dont 42 359 dans l'enseignement primaire et 29 886 dans les collèges, ont repris le chemin de l'école et à travers l'ensemble du pays. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous entamons cette nouvelle année scolaire placée sous le signe de la performance. Cette année, notre objectif est clair, l'excellence, tant pour nos élèves que pour l'ensemble des équipes éducatives. Pour nos chefs d'établissement, la performance se traduit par un leadership fort, une gestion dynamique afin de soutenir nos équipes et d'offrir un cadre optimal d'apprentissage. Pour nos élèves, elle repose sur l'engagement, le travail assidu et la volonté de se dépasser. Ensemble, nous avons la capacité d'atteindre de nouveaux sommets. Je vous souhaite une rentrée pleine de succès et de progrès. Santé à présent, ou dans le cadre du renforcement des relations fraternelles et de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, une cérémonie officielle de remise de 20 conteneurs de médicaments et de consommables médicaux s'est tenue ce matin dans l'enceinte de l'entrepôt de la CAM situé à PK12. Ce don octroyé par la Fondation du roi Salman vient d'appuyer les efforts du ministère de la Santé dans l'amélioration de l'accès aux soins et du matériel médical. À l'arrivée sur le site, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, et la délégation saoudienne ont été chaleureusement accueillis par le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, entouré de ses équipes techniques. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, du secrétaire général du ministère de la Santé, des cadres techniques, ainsi que de M. Abdul Hadi Al-Hutaybi, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, et M. Mouteb Saoud, représentant de la Fondation du roi Salman, spécialement dépêché pour l'occasion. Rappelons que dans son allocution, le ministre a salué l'engagement personnel du roi Salman et a exprimé sa profonde gratitude au royaume et au peuple saoudien pour ce geste généreux. Il a précisé que les médicaments et équipements médicaux reçus seront prioritairement distribués aux 5 régions de l'intérieur avant d'être acheminés. Avant la cérémonie de remise, le ministre de la Santé a reçu dans son cabinet la délégation saoudienne conduite par M. Abdul Hadi Al-Hutaybi. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays frères, avec un accent particulier sur le projet à fort impact communautaire. Ce partenariat illustre de plus la solidité internationale au service du bien-être des populations et témoigne de l'excellence des relations entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite.
Eh bien, lors de son intervention, le ministre de la Santé a chaleureusement remercié la Fondation du roi Salman pour l'octroi généreux d'une vingtaine de conteneurs, de médicaments et de matériel médical. Il a souligné avec force le niveau remarquable de coopération entre les deux pays frères, saluant cette initiative comme un témoignage concret de solidarité et d'amitié durable. Écoutons le ministre. Nous sommes ce matin au niveau de la CAM à BK12. Le ministère de la Santé réceptionne 20 conteneurs de médicaments, donc de la part de l'organisation du roi Salman. Ces médicaments sont des médicaments essentiels, très importants donc pour le soin des populations. Nous allons donner la plupart de ces conteneurs-là aux régions de l'intérieur de préférence, qui seront donc approvisionnés, Inch'Allah, en priorité. Je voudrais remercier l'ambassade de l'Arabie Saoudite donc à Djibouti, remercier également l'Institut du roi Salman donc pour ce soutien en termes de médicaments. Comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, nous faisons face à des problèmes logistiques dus à des problématiques structurelles liées aux conflits ou aux perturbations survenues au niveau de la mer Rouge. Nous avons des problèmes logistiques d'approvisionnement de médicaments. Donc nous sommes très heureux de recevoir ce matin ce lot de médicaments de 20 conteneurs que l'Institut du roi Salman donc, a offert au ministère de la Santé. Je vous emmène vers le sud du pays où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une inspection opérationnelle au régiment interarmé de Dikil. À son arrivée, il a été accueilli avec les honneurs militaires par le chef de corps par intérim, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui, ainsi que par un piquet d'honneur déployé pour l'occasion. L'inspection a débuté par une séance de travail en salle de réunion, réunissant les officiers responsables du corps. Les échanges ont porté sur l'état de discipline, de tenue, la disponibilité des effectifs, la préparation opérationnelle ainsi que les problématiques sécuritaires spécifiques de la région d'Ikil et ses zones périphériques. Le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance permanente, de renforcer les dispositifs de sécurité intérieure tout en veillant à l'application stricte des consignes opérationnelles. Concernant la situation sécuritaire de la région, le chef d'état-major a rappelé que la mission prioritaire des forces armées est de préserver la stabilité et de protéger la population. En cet effet, il a donné des instructions précises pour un rapprochement accru avec les communautés locales, soulignant l'importance du dialogue avec les populations, hommes et femmes et enfants, afin de renforcer la confiance mutuelle et de contrer toute tentative de déstabilisation. Il a également appelé à une meilleure coordination avec les autorités civiles, les autres forces de défense, de sécurité, en vue de traiter efficacement les différentes récurrentes liées aux ressources pastorales et hydriques, sources de tension dans certains secteurs. Cette inspection visait à élever le niveau de préparation opérationnelle des forces armées djiboutiennes et à consolider la présence militaire dans les zones sensibles.
Régional à présent, où plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans un important glissement de terrain qui a détruit un village entier dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, selon les annonces faites ce mardi. Les sources indiquent que les grands glissements des terrains ont causé la destruction totale du village de Tersen, ainsi que le mont Mara, près de la zone Soni, entraînant la mort de tous ses habitants, estimés à plus de 1000 personnes, hommes et femmes, enfants, sauf une personne qui a survécu, selon les premières informations. Les catastrophes survenues dimanche est attribuée aux fortes pluies qui sont abattues dans la dernière semaine d'août. Le village a été rasé et un appel a été lancé aux Nations Unies, aux organisations humanitaires pour aider au sauvetage et à l'extradition des corps. Et enfin, dans l'actualité internationale, des sources médicales dans la bande de Gaza ont rapporté que 13 Palestiniens ont été tués aujourd'hui matin dans le sud-ouest de la nord de la ville de Gaza, portant le nombre des martyrs à 20 depuis l'aube, dont 5 affamés. Le complexe médical Al-Shifa a indiqué que 9 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués suite à un bombardement israélien ou une maison dans le quartier de Tel Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Tout de suite, l'appel à la prière.